Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. C'est un important accord qui vient d'être signé par l'État guinéen. Il s'agit de la construction d'une raffinerie de produits miniers, une vision éclairée du chef de l'État qui veut que nos ressources soient transformées sur place dans notre pays. C'est la saison des moissons à Gberedou, Baranama. Nous serons sur place tout à l'heure pour assister au lancement de la récolte du manioc. Les citoyens soutiennent ces efforts qui visent la lutte contre la faim et la précarité à l'intérieur du pays. Religion enfin, avec le lancement de l'année jubilaire 2025, c'est Monseigneur Vincent Koulibaly qui donne le ton devant de nombreux fidèles chrétiens. Le rendez-vous est marqué par une procession qui regroupe plusieurs paroisses de la capitale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou et président de l'accord cadre sino-guinéen a présidé la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC. C'est pour la construction, je le disais, d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, une initiative visionnaire du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Omar Bari. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen en charge du suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a présidé le lundi 23 décembre 2024 au Petit Palais de la Présidence la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base pour la construction d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée d'une capacité d'1,2 million de tonnes d'alumine par an. Outre le ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara, les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité de l'accord cadre sino-guinéen, cet événement majeur a été marqué par la présence des responsables des départements ministériels et de l'administration, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en Guinée et les représentants de la société chinoise SPIC. Cet accord représente une étape historique et déterminante dans la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, notamment la transformation de la bauxite en alumine. Cette importante étape dans le secteur minier de notre pays n'aurait pu être atteinte sans le leadership éclairé du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1959, soit 65 ans. Dès le 5 septembre 2021, le président de la République n'a cessé de souligner l'importance cruciale de la transformation locale des produits miniers, notamment la bauxite, pour accélérer le développement socio-économique durable par l'industrialisation du pays. C'est dans cette optique justement que le chef de l'État a réuni toutes les entreprises minières qui ont des conventions de construction de raffineries le 8 avril 2022 pour leur exiger de lui soumettre un plan de mise en œuvre de leurs engagements. Il a ainsi martelé que la Guinée ne doit pas seulement être un fournisseur de matières premières brutes, mais elle doit devenir un véritable pôle industriel capable de transformer ses ressources minières sur place. Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Ce projet de raffinerie s'aligne parfaitement avec la vision Simandou 2040, qui est un programme hautement stratégique de développement durable de la Guinée pour les 15 prochaines années, visant à exploiter de manière optimale les richesses minières du pays
en mettant l'accent sur la création de plus de chaînes de valeur pour le pays, en transformant la bauxite en alumine sur place, au lieu de simplement continuer l'exportation de la bauxite brute. L'accord signé le 23 décembre 2024 entre la société chinoise SPIC, Pawa Investment Corporation et l'État guinéen marque une avancée significative dans la mise en œuvre de cette vision. La cérémonie a également été l'occasion de rappeler les excellentes relations entre les peuples guinéens et chinois. Cette signature est le fruit de la coopération de longue date entre les deux nations. La visite officielle de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et les entretiens qu'il a eus avec son homologue Xi Jinping ont permis la réalisation de cet important projet, tout en renforçant et posant les bases pour hisser les relations économiques entre les deux pays au même niveau que les relations politiques et diplomatiques. L'ambassadeur de Chine en Guinée a exprimé sa satisfaction de voir les relations entre les deux pays se consolider à travers des projets d'envergure comme celui-ci, un signe du renforcement de la coopération stratégique sino-guinéenne. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la société SPIC signe une convention minière avec le gouvernement guinéen. J'espère que de plus en plus d'entreprises chinoises pourront s'impliquer dans le projet de la construction de raffineries. La signature de cet accord représente bien plus qu'un engagement contractuel. C'est un projet structurant pour l'avenir économique de la Guinée qui devrait créer des milliers d'emplois et générer des retombées économiques importantes. Le PDG de SPIC, Liu Fergiu, a d'ailleurs exprimé la volonté de son entreprise de respecter pleinement ses engagements et de travailler étroitement avec le gouvernement guinéen pour assurer la réussite du projet. En tant que le projet important dans l'accord-cadre de la coopération stratégique sino-guinéenne, la première phase du projet d'élaboration d'alumine de SPIC en Guinée, depuis son lancement officiel en mai 2019, a été construit et exploité sans heurts sous le ferme soutien des gouvernements chinois et guinéens. La signature de cet accord de mise en œuvre du projet d'alumine est sans doute une autre preuve solide de l'adhésion de SPIC API à une performance honnête et de sa contribution active à la mise en œuvre des contenus pertinents de sa convention minière. Avec un sens élevé de responsabilité et de la mission, nous mettrons activement en œuvre l'important consensus atteint lors de la réunion entre les chefs d'État de Chine et de Guinée au cours du Forum sino-africain cette année. Le ministre directeur du cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a, pour sa part, souligné l'importance de ce projet pour le développement industriel du pays. Il a également invité tous les acteurs concernés, tant guinéens que chinois, à travailler de manière concertée pour garantir le succès de ce projet phare, dont les bénéfices impacteront positivement l'économie nationale et le quotidien des Guinéens. Pour le ministre Djiba Diakité, l'objectif est de poser les bases d'un développement solide à court, moyen et long terme en tirant profit des ressources minières du pays. Ce type d'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État afin de diversifier l'économie et de créer de la valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour encore continuer le travail en synergie, en bonne intelligence, pour que nous arrivons à accompagner SPIC à respecter ses engagements. Il vous souviendra que le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité toutes les compagnies, grandes sociétés minières en République de Guinée qui, dans leur convention de base, avaient des obligations de construction de raffineries, notamment raffineries d'alumine en Guinée. Les impératifs tels que nous allons les signer dans ces documents, mais également les documents de convention de base des SPIC doivent être respectés en termes de délai, mais en termes d'engagement contractuel aussi de toutes les parties prenantes. À titre d'exemple, ces accords, je le disais tantôt, exigent aujourd'hui
bien évidemment, de pouvoir procéder dès le 31 janvier au démarrage des travaux préparatoires. Ça, c'est vraiment au plus tard. Au 31 janvier, les travaux préparatoires doivent démarrer. Nous avons mis dans ces accords, de façon pragmatique, qu'au plus tard, le 31 mars, nous allons procéder au démarrage des travaux et ensuite, de manière, je pense, collégiale, un travail en bonne intelligence, nous permettra de pouvoir définir, avec l'accompagnement d'un ingénieur conseil qui sera du côté de l'État, payé par le projet, qui nous permettra ensemble de définir les jalons avant la date de fin des travaux qui est fixée pour le 31 décembre 2027. Et puis, bien évidemment, le démarrage de la commercialisation qui arrivera 6 mois après, au 31 juin 2028, parce qu'après la fin des travaux, le 31 décembre 2027, il faut une phase de test pour s'assurer que toute la raffinerie fonctionne correctement. Dans quelques exemples du contenu, donc il y aura l'effectivité, bien évidemment, de la construction de la raffinerie, mais ce projet est également accompagné, bien évidemment, de la construction d'un central thermique avec une capacité d'environ 250 mégas, dont les 100 mégas seront dédiés à une utilisation publique et les 150 dédiés aux besoins de l'entreprise dont les détails supplémentaires pourront être affinés pour le type du thermique. Et vous le savez, toute l'ambition de la Guinée est de faire converger aujourd'hui notre stratégie de développement vers l'économie verte. Et je pense que les discussions en bonne intelligence continueront pour nous permettre d'atteindre ces objectifs clés. L'initiative de SPIC et la mise en œuvre de ce projet illustre également la volonté de la Guinée de développer des partenariats stratégiques, tout en veillant à ce que les bénéfices de ces projets profitent en priorité à la population locale. Les relations diplomatiques historiques entre la Guinée et la Chine sont des relations solides depuis notre indépendance. La Chine, c'est un des premiers pays qui ont reconnu la République de Guinée. Et la Guinée et la Chine ont toujours marché main dans la main. Mais cette relation devait être traduite en termes de développement, en termes d'entraide, en termes de coopération. Et aujourd'hui, la signature de cet accord matérialise cette vision du chef de l'État. C'est un grand jour aujourd'hui pour la signature de cet accord pour la construction de la raffinerie à de Guinée. C'est vraiment la suite logique du forum de FOCAC, forum de coopération sino-africaine. On a organisé une convergence dînatoire qui a convergé toute l'élite entrepreneuriale chinoise en Chine. Aujourd'hui est un jour historique, d'autant plus qu'on montre par la signature de ce acte que c'est possible. Et nous avons eu d'autres partenaires qui nous ont fait croire que ce n'est pas possible ou que c'est très difficile. Nous venons d'avoir d'autres partenaires avec qui nous signons de façon irrévocable que ce que nous demandons est de l'ordre naturel des choses, à savoir la transformation des produits qui sont issus de cette terre de Guinée en produits semi-finis ou finis pour plus d'emplois et de bien-être pour les enfants de ce pays. On est dans la dynamique de la refondation de l'État guinéen sous la houlette du président, le général Mamadi Doumbouya. Selon laquelle dynamique, il faut faire appliquer l'esprit des différentes conventions, qu'elles soient minières, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient dans d'autres segments de l'activité. Et ce n'est qu'une correction des dispositions qui ont été stipulées dans la convention liant l'État guinéen à la société SPIC. Et donc le président Mamadi Doumbouya, fidèle à sa conviction de refondateur, fidèle à sa conviction de patriotisme, a jugé utile depuis le 8 avril 2022 de demander à l'ensemble des sociétés
qui, dans leur convention, ont l'obligation de construire les raffineries d'ici à Télé. Cela permettra à la Guinée non seulement de drainer des ressources, de créer de l'emploi et de créer aussi des champions locaux dont l'avantage est la création d'un environnement et d'un écosystème favorable à l'émergence d'une Guinée prospère. L'accord qui vient d'être signé, qui porte sur la mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC pour la réalisation de 200 000 tonnes d'alumine par an, représente une avancée sur le plan environnemental, car il faut le dire, la convention de base qui a été signée en 2013 prévoyait la fourniture d'énergie à travers une centrale thermique, donc avec le charbon en particulier. Cet accord qui vient d'être signé aujourd'hui prévoit que la société explorera d'autres sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien par exemple, l'hydraulique pour parvenir à un mix énergétique. Et par ailleurs, il faut le souligner que le projet sera soumis aux standards environnementaux les plus élevés sur le plan international. Donc sur le plan national d'abord avec la législation guinéenne, mais également les normes environnementales internationales les plus élevées. Le mérite de la signature de cet accord revient au président de la République et son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui, vous vous souviendrez, le 8 avril 2022 a réuni tous les investisseurs miniers qui avaient des engagements relatifs à la construction des raffineries. Il leur a dit que la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie, il faut que les sociétés aussi respectent les leurs. Donc c'est la mise en œuvre de ces instructions qu'il a données au comité stratégique, au comité sino-guinéen et au ministère des Mines de la Géologie et les autres ministères impliqués pour amener cette société à respecter ses engagements de réalisation de la raffinerie. L'accord qui est négocié porte substantiellement sur un chronogramme agressif avec un démarrage des travaux préparatoires en janvier 2025, c'est-à-dire le mois prochain, le démarrage effectif des travaux au 31 mars ou plus tard le 31 mars 2025, la fin des travaux prévus au 31 décembre 2027 et avec une mise en service au plus tard le 30 juin 2028. C'est-à-dire la construction, la date d'achèvement, c'est 31 décembre 2027. La société a 6 mois pour les mises en service parce que c'est un outil industriel. Au 30 juin 2028, ils doivent commencer la première production commerciale. Ensuite, au plus tard, si au 31 décembre 2028, ils n'ont pas encore respecté les engagements, il y a des pénalités qui sont prévues. Au 31 décembre 2028, l'État a le droit, et c'est important de le souligner, de retirer la concession minière, c'est-à-dire le titre minier, conformément aux dispositions prévues par le Code minier. Mais au-delà de ces aspects, il faut quand même retenir qu'il y a eu des gains extrêmement importants dans cet accord, qui est un accord de mise en œuvre de la convention de SPIC signée en septembre 2013. Et les gains dont il s'agit, pendant 5 ans, et à partir de 2025, il y aura une bourse pour 100 élèves guinéens issus de tous les lycées du pays, y compris les lycées des zones d'opération de la société, pour les amener dans les filières techniques et scientifiques en Chine. C'est ce qui garantira, c'est ce qui permettra de préparer les futurs Guinéens qui vont travailler dans ces raffineries. En définitive, la cérémonie de signature de cet accord marque un moment clé dans l'histoire économique de la Guinée et témoigne des ambitions de son gouvernement sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour transformer ses ressources naturelles en véritable moteur de développement national. Ce projet de raffinerie, à la fois symbole d'innovation et de coopération internationale, ouvrira sans aucun doute la voie à de nombreux autres projets de transformation industrielle dans les années à venir, contribuant ainsi à la réalisation de l'ambitieux programme Simandou 2040.
Merci beaucoup à Oumar Barry pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, rappelé à Dieu le jeudi 26 décembre, Elhadj Moussa Solano repose désormais au cimetière de Cameroun, ici même à Conakry. Les funérailles ont été précédées ce dimanche par un symposium. Le gouvernement, les parents, les amis et les militants de son parti, le Parti de l'Unité du Progrès, étaient venus lui rendre hommage pour les loyaux services rendus à la nation guinéenne. Amadou Touré. Après la levée du corps ici à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, en présence du Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, la dépouille du regretté Elhadj Moussa Solano est exposée au Palais du Peuple où débuta ses témoignages pour les derniers hommages rendus à celui qui fut membre fondateur du Parti de l'Unité et du Progrès PIP avant d'en être son président. Dieu a donné, Dieu a repris. À lui, nous appartenons. La douleur du deuil est certes immense, mais la mobilisation des autorités administratives et politiques, des militantes et militants et sympathisants, aux côtés de la famille politique et biologique, est un témoignage apaisant nos cœurs, sécher nos larmes. Cet homme politique fut également et surtout un grand administrateur innovateur à l'origine de plusieurs réformes dans le cadre de la modernisation de l'administration du territoire et de la sécurité. Avec le sentiment du devoir accompli dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne, ton parcours professionnel fut à tout point de vue une réussite qui doit dorénavant être une source d'inspiration pour tes enfants, mais également pour toute la jeunesse guinéenne. Ton nom restera à jamais lié à l'administration du territoire. Tu as pleinement accompli ta mission sur terre, repose en paix. Au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, au nom de monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et à mon nom propre, c'est le lieu pour moi de vous adresser nos condoléances les plus émues. Pour un homme comme pour un peuple, la joie et la douleur sont alternatives. Aujourd'hui, nous ressentons tous la douleur de la perte cruelle de notre frère, le ministre Moussa Solano. Aujourd'hui, c'est toute l'administration du territoire qui est en deuil. Avant d'occuper ce poste de ministre, Elhadj Moussa Solano a été un enseignant intègre, un sportif et un homme de culture en tant que chef d'orchestre de Télédiage où il est reconnu par la préfecture de Télémélé comme un fils du terroir. Ces différentes casquettes ne lui ont pas empêché surtout d'assumer ses devoirs de père exemplaire pour ses 6 enfants, dont une fille. De voir un tel hommage rendu à notre père dans ce cadre prestigieux et inestimable. En ce moment solennel, nous, ces enfants, exprimons notre gratitude, notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à son gouvernement pour les dispositions prises afin d'organiser ce symposium à l'honneur de notre Père. Cette attention particulière illustre l'engagement de notre nation envers ses filles et ses fils qui ont consacré leur vie au service de notre pays. Nous lui devons l'initiative et l'appui pour la reconstruction du bloc administratif qui avait été détruit par les rebelles et qui fait aujourd'hui la fierté de la préfecture de Guékédou. Nous lui reconnaissons aussi les initiatives de réconciliation au-delà des frontières entre les 3 communautés qui sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Membre du gouvernement, ancien Premier ministre et autres hauts cadres des gouvernements précédents, militants et sympathisants du Parti de l'Unité et du Progrès, parents et amis du défunt, faisaient un monde pour rendre ce dernier hommage à ce commis de l'État connu et reconnu par sa transversalité.
Ces recueillements ont été suivis par des prières funèbres à la grande mosquée de Conakry avant l'inhumation au cimetière Cameroun. Que son âme repose en paix. Amen. Dans l'actualité encore, à Mamou, des acteurs locaux des 4 régions naturelles du pays sortent d'une formation de 2 jours. Les séances sont portées essentiellement sur la démultiplication des modules de formation axés sur le développement des collectivités locales, des thèmes déjà développés par le Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux qui a bénéficié d'un appui financier de la Banque mondiale à travers l'ANAFIC et le gouvernement guinéen. Mamadou Paté Baldé. Depuis le début de l'année 2024, le centre de Sérédou a développé plusieurs modules de formation destinés aux administrateurs territoriaux du pays. Pour cette phase de démultiplication, appuyée par la Banque mondiale sur le financement de l'ANAFIC, le centre de Sérédou mise sur plusieurs acteurs locaux du pays. Cette démultiplication, c'est juste auprès, n'est-ce pas, des collectivités. Voilà la meilleure formation. Parce qu'une fois que les formations sont faites auprès des collectivités, c'est qu'il y a le suivi qui accompagne. Parce que ceux qui vont faire la démultiplication au niveau des collectivités, ils sont là, ils travaillent avec eux. À notre retour au niveau de nos localités respectives, nous allons rendre compte de ce qui s'est passé ici, d'abord à nos antennes régionales qui nous ont été identifiées et aussi à nos collectivités respectives. En cette phase de refondation de notre État, le gouvernement de la transition exhorte tous les acteurs locaux du pays à retrousser les manches pour améliorer les conditions de vie des citoyens de ces localités. C'est une formation qui va effectivement dans le but que la Guinée maintenant quitte presque dans les rumeurs, mais que tout ce qui est à faire passer, nous passons par des messages qui sont harmonisés et par un mécanisme aussi harmonisé. Durant ces 2 jours de formation, plusieurs thèmes ont été développés par les formateurs pour permettre à ces acteurs de terrain de vulgariser les connaissances acquises auprès de leur communauté. Et voilà qui nous amène à parler de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les populations de la commune rurale de Popodara, dans la préfecture de l'Abbé, et celle de Pilimini, en Koubia, décident de bannir l'excision et le mariage des enfants. Les femmes qui pratiquent ces mutilations viennent de déposer les couteaux devant les autorités et les partenaires techniques et financiers. Sarafdine Diallo et son Assagnon. C'est un projet d'habilitation communautaire et sectorielle pour l'élimination de la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes, en particulier les MGF et le mariage des enfants. À travers les droits humains, des approches innovantes, l'objectif est d'amener les communautés à réagir contre ces violences. 200 causeries éducatives ont été réalisées pour promouvoir l'abandon des MGF, mariage d'enfants, excision et autres pratiques sociales néfastes. 50 familles modèles ont été identifiées et renforcées dans les 50 villages touchés pour la promotion de l'abandon des MGF. Nous nous engageons solennellement à l'abandon définitif de la pratique, l'excision et du mariage d'enfants dans nos différents secteurs. Par conséquent, nous nous engageons à mettre en œuvre ce qui suit dans nos différentes communautés. Après avoir déposé les couteaux et s'être engagés dans la lutte contre les mariages précoces, les exciseuses de Popodara sollicitent un accompagnement auprès du gouvernement et des partenaires. Ce n'est pas bon d'exciser les filles ni leur donner un mariage précoce. Nous vous demandons de nous aider pour nos associations. Ces déclarations et engagements sont salués par les partenaires techniques et financiers. Ils promettent de continuer à assister les communautés. On sait, tout en étant très réaliste, que pour un certain nombre de femmes, notamment les exciseuses, la pratique de l'excision est une source de revenus. Nous faisons en sorte que ces femmes puissent aussi trouver d'autres sources de revenus à travers des activités génératrices de revenus. La mise en œuvre de ce projet pour promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines et les pratiques sociales néfastes a été menée dans 50 villages des communes rurales de Popodara et celle de Pilimini dans la préfecture de Koubia.
mois de décembre, mois des moissons, à Béredou Baranama. Je le disais au sommaire, le monde rural est mobilisé pour lancer officiellement la récolte du manioc. Des grandes réjouissances culturelles ont marqué, vous allez le voir, ce rendez-vous qui vise aussi à encourager la Fédération des producteurs de manioc dans ses efforts de lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Yamokaba. À 35 km de Kankan, la commune rurale de Béredou Baranama. Dans ce village de plus de 22 000 habitants, la culture du manioc est le pilier des exploitations agricoles. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour lancer officiellement la campagne de récolte. Le domaine est estimé à plus de 200 hectares, valorisé par la Fédération des producteurs de manioc. Une première expérience couronnée de succès. Nous avons tous ces domaines pareils. Comme c'est l'union qui fait la force, on était obligé de conjuguer le même verbe pour le rayonnement de cette culture, notre identité. La fédération est encadrée par un spécialiste. Le conseiller agricole Laïba Condé affiche ses ambitions pour répondre aux multiples enjeux de la souveraineté alimentaire. La porte est ouverte à tout le monde. C'est moi qui ai initié. J'ai fait plus de 8 mois sur ce travail. J'ai fait la mensuration de tous ces champs. J'ai créé 44 groupements. J'ai créé 10 unions et faire maintenant une fédération. J'ai fait la mensuration de tous ces champs-là. L'avenir s'annonce promoteur pour la Fédération des producteurs de manioc. Avec l'implication de son conseiller agricole, elle cherche à investir dans la recherche agronomique pour améliorer les rendements à l'hectare et garantir des récoltes plus abondantes à chaque cycle. On va élargir l'information aux autorités puisque si les paysans ont tenu à leur engagement, pourquoi pas nous autres? Pour le moment, le manque d'unité de transformation et l'ouverture des marchés pour la révalorisation du manioc restent des grands défis à relever. Retour à Conakry et nous allons parler de cette opération dénommée Ville propre. En 72 heures, la campagne d'assainissement de la ville a touché plusieurs quartiers ce week-end. L'enjeu est de changer l'image de Conakry, mais surtout de professionnaliser la gestion des ordures, de la collecte à la décharge de la minière. Marwan Kamara. La vaste opération Ville propre en 72 heures déclenchée par le groupe Al-Barak se poursuit. Dans la nuit du vendredi 27 décembre au samedi 28 décembre, cette caravane de salubrité publique a touché Concasseur, Amdalaï Pharmacie, centre émetteur à Kipé jusqu'à la T5, sans oublier Symphonia Gare, Yimbaya et Madina. Cette opération a permis d'assainir les artères publiques et d'autres points critiques de la capitale. Al-Bayrak şirketinde Katatık çöp toplamada çalışıyorum. Nous avons actuellement sur le tronçon 5 tractopelles avec 10 camions Actros, des bennes qui sont ouvertes, des bennes, et 13 camions, des bennes tasseuses qui font le tour de la ville et 50 travailleurs qui sont en train de se battre pour rendre la ville propre. Ce dispositif mis en place permet de ramasser les ordures avec les va-et-vient des camions bennes. Les premiers effets de l'opération Conakry Ville propre se font sentir. Dans les quartiers sillonnés, les artères publiques sont assainies. Cette fois-ci, l'objectif est de pérenniser cet acquis et maintenir la ville propre à l'approche de la fête, conformément à la vision du chef de l'État, le président de la République, qui a d'ailleurs déjà donné les instructions fermes à Al-Bayrak d'acquérir des équipements qui vont bientôt arriver pour renforcer la capacité logistique afin de maintenir la ville propre et de pérenniser la sécurité publique de la ville de Conakry. Donc nous sommes dans cette lancée de maintenir la ville propre et c'est pourquoi nous travaillons H24. À ce jour, nous avons déjà transporté, rien que ce mois-là, 25 000 tonnes d'ordures. Nous avons collecté et transféré vers la décharge de la minière. Dans les quartiers touchés, les citoyens saluent cette opération d'envergure de lutte contre l'insalubrité. Mon sentiment par rapport à ça, c'est de remercier Al-Barak pour son bon travail qu'il est en train de mettre en place. Et le gouvernement doit aider Al-Barak à mettre à disposition les agents, de sensibiliser les gens de secteur en secteur, de porte en porte, pour que les gens s'abonnent. Côté perspective, un schéma directeur est mis en œuvre pour bonifier la collecte, le transfert et l'amélioration de la gestion de la décharge de la minière.
On change de sujet avec cette question. Comment passer les fêtes de fin d'année sans fausse note, notamment dans la préfecture de Forêt-Karia? Le préfet et les élus locaux se sont retrouvés autour de la problématique. Ils ont parlé de la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que du fonctionnement de l'administration à la base. On fait le point avec Moussa Bangoura. Ici à Forêt-Karia, pour passer ces derniers jours du mois de décembre dans un climat apaisé et sécurisé, l'autorité préfectorale rencontre les sous-préfets, présidents des délégations spéciales, chefs de quartier et présidents de district nouvellement installés. L'ordre du jour porte sur la sécurisation des populations et leurs biens, la délivrance des documents administratifs et la conduite à tenir. Il faut qu'on cultive la paix, la sécurité de la population et leurs biens. Bientôt la fin d'année. Hier, j'étais avec les forces de défense et sécurité. Je les ai enseignés. On a mis sur les points. Il faut augmenter le nombre de barrages de contrôle pour que nous puissions faire une fête zéro accident. Invite a été faite aux élus à la base afin de mieux véhiculer le message selon le code révisé des collectivités locales. Nous prenons à bras le corps la déclaration de M. le préfet pour nous permettre d'être en sécurité tant sur le plan administratif que sur le plan sécuritaire. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de prendre toutes les dispositions par rapport à la conduite à tenir face aux problèmes de sécurité, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire avant, pendant et après. Après les échanges avec les acteurs concernés, le préfet, colonel Mohamed Singh Kamara, s'est rendu dans les zones frontalières. Objectif, vulgariser les nouvelles orientations du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au quartier Gbessia, cité de l'air ici à Conakry, les fidèles musulmans se retrouvent pour renforcer l'unité nationale. C'était au tour du livre saint, le Coran, suivi par des sacrifices et prières pour la paix dans notre pays. L'initiative est pilotée par la structure Djamadjigui à travers les sages de la coordination Mandeng. Marwan Kamara. Les membres de la structure d'Amadigi, les sages et les leaders religieux se réunissent au siège de la coordination Mandeng, situé au quartier Gbessia, cité de l'air, pour un objectif commun. Lire plusieurs fois le Saint-Coran et faire des sacrifices pour le maintien de la quiétude sociale en Guinée. Nous prions le Tout-Puissant Allah, qu'il protège la Guinée, qu'il protège notre président de la République, qu'il couvre notre pays de paix et qu'il remplisse de bonheur. Le tout s'articule autour de la paix, la recherche de la paix, quémander la paix pour que le Créateur nous l'accorde, afin que nous puissions vivre en paix. Organisé par les membres de la structure d'Amadigi à travers la coordination des sages du Mandeng, ces séances de lecture du Saint-Coran constituent aussi un moment de communion pour promouvoir les vertus de l'islam et pour sensibiliser les fidèles à l'entente et surtout à la préservation de la cohésion sociale. C'est le destin qui fait que nous avons un président qui a fait et qui fera de notre pays un havre de vivre. Donc nous devons faire des prières pour lui, nous devons faire des prières pour tout le peuple de Guinée pour qu'ensemble la Guinée prospère. Si vous nous voyez ici, on fait lecture du Coran, il y a la paix dans le pays. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Vraiment, on est très content. Monsieur le ministre secrétaire général des affaires religieuses, Alaï Kramo Diawara, vraiment vous remercie très fort. À travers cette activité de solidarité, les initiateurs attachent du prix à l'unité nationale et au renforcement du tissu social. Parmi les vœux formulés, le bonheur de tous les Guinéens et la réussite de la transition. La paix et la prospérité en Guinée constituent également une priorité à Dinguiraye. Les érudits de la ville sainte viennent de passer 3 jours de lecture du Saint-Coran. Ils ont fait aussi des sacrifices pour le bonheur du pays et pour le président général Mamadi Doumbouya. Cette initiative des fils ressortissants a été un cadre d'unité, de renforcement du vivre ensemble dans la préfecture de Dinguiraye. Ibrahima Oulem Fofana. La mosquée historique de l'Hajj Oumar Tall de Dinguiraye, un symbole dans l'univers islamique en République de Guinée. Durant 3 jours,
Le livre saint a été lu plusieurs fois par des érudits, les imams et acteurs des affaires religieuses. Sous la recommandation du président du CNT à monsieur le préfet de Dinguiraye et à la communauté de Dinguiraye pour cette organisation. Il devait se rendre, mais il y a eu quand même un programme qui a légèrement changé. Et nous, érudits, on s'est dit, la prière, on ne peut pas la sursoir. Alors on s'est mis dans les prières depuis 3 jours, comme il avait souhaité, et on a clôturé ce matin avec des sacrifices. Ce rendez-vous de lecture plurielle du Saint-Coran a aussi été un cadre de sacrifice où des prières et bénédictions ont été dites pour tout le pays, mais aussi pour le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Et je voulais en cela saluer et remercier l'élan de solidarité qui a marqué cette session de Saint-Coran où les sages n'ont pas désemparé durant les 3 jours. Ils ont lu, relu le Coran pour implorer le Tout-Puissant qu'il apporte la prospérité, la paix et la sérénité en Guinée. À Dinguiraye, ces 3 jours de lecture du livre saint et de sacrifice ont permis aux érudits et imams de promouvoir davantage la paix et surtout l'amour du prochain dans la cité historique de l'Hajj Martal. La communauté musulmane du secteur de Bantala dans la préfecture de Gawal était également en fête la semaine dernière et pour cause, ses fidèles bénéficient d'une nouvelle mosquée de proximité. L'édifice est réalisé et équipé par le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. La cérémonie inaugurale a connu la mobilisation de fidèles venus de partout. Marwan Kamara. Vu sa vétusté, ce lieu de culte ne pouvait plus servir la communauté musulmane du district de Bantala. Durant des années, les fidèles ont été sollicités pour la réhabilitation de ce lieu de culte. Aujourd'hui, une nouvelle infrastructure religieuse est construite et équipée par Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. À l'ombre de cet hangar traditionnel, la population du district de Bantala et la délégation venue de Conakry. Autour des valeurs de la paix, tous magnifient les efforts du donateur pour le développement local. Dans tous les pays là, si on a des prières, on a des ententes, c'est ça qui va développer les pays. Bon, le président de la République, c'est ça son ambition pour la Guinée. Bon, Ousmane Gawal aussi, le ministre qui a fait beau cadeau là pour les populations de Bantama, on est très content par rapport à ça. Dans un premier temps, l'œuvre qu'il a d'abord accomplie à ma présence, c'était l'achèvement de la maison des jeunes. Ensuite, le stade préfectoral que j'y ai trouvé, pas de mire. Aujourd'hui, le stade est dans l'enclos. Et ici, et à Koundara, il a envoyé les chambres fourrades. C'est grâce à lui qu'il a soit remercié. La réalisation de cet édifice religieux facilitera l'adoration de Dieu. Il a par la suite été inauguré des prières de vendredi. C'est un bon geste, un geste qui pourra l'aider et dans la vie et à l'au-delà. Et je profite de cette occasion pour demander à tout un chacun de penser à la paix et que tout le monde se mobilise derrière le général Mamadi Doumbouya qui est en train d'investir dans tous les villages. Il a pensé à tout un chacun, à tout citoyen, des villes au village pendant les 3 ans. Donc je demande aux gens de le soutenir pour qu'il puisse gouverner bien le pays dans la paix et dans la sécurité. Bantala est un secteur relevant de la sous-préfecture de Koncitel, préfecture de Gawal. À travers des prières et bénédictions, les ressortissants et résidents comptent accompagner les initiatives de développement entreprises par les autorités. Et puis des cadeaux et autres jouets pour les enfants de la Cité de l'Air dans la commune de Bessia. L'initiative vient d'une association de jeunes de la place en collaboration avec les autorités communales de Bessia. C'était à l'occasion de la célébration de Noël et avec pour objectif essentiel de donner du sourire aux tout petits. Le point avec Moussa Bangoura. La fête de Noël est célébrée partout en Guinée, dans la capitale Conakry, à la Cité de l'Air, commune de Bessia. Des jouets et plusieurs autres cadeaux ont été distribués aux enfants. Une manière de donner le sourire aux tout-petits en cette fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Soutenir les enfants
parce que c'est une fête. Nous sommes là pour offrir des cadeaux aux enfants pour qu'ils retrouvent la joie comme tous les autres Guinéens. L'initiative est du mouvement d'Orborea en collaboration avec les autorités communales de Bessia. Parmi ces cadeaux, un lot important de cahiers pour faciliter l'apprentissage des enfants. Nous les enfants, nous sommes très contents. Ce soir, une centaine d'enfants qui ont reçu des cadeaux de Noël. Nous sommes animés d'une grande joie. Ces enfants illuminent à tout moment nos maisons. Si aujourd'hui, cette journée est dédiée uniquement pour ces enfants, nous ne pouvons que les accompagner, les soutenir également. Partenaires, initiateurs et autorités locales s'engagent à tous les niveaux à accompagner ces enfants de la célébration de Noël jusqu'en fin d'année pour promouvoir leur épanouissement. Merci à Moussa Bangoura. Et c'est dans ce contexte, justement, je le disais au sommaire, que l'archevêque métropolitain de Conakry a ouvert ce dimanche l'année jubilaire 2025. La cérémonie a débuté par une procession qui est partie de l'archevêché pour la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Toutes les paroisses de la capitale et le clergé étaient représentés. Marie-Angélique Bangoura, Antoine Makolé et Robert Bangoura. C'est un jour tant attendu par les fidèles catholiques. Embraser l'année jubilaire 2025 pour obtenir les grâces dans la prière et les invocations tout en demeurant dans l'espérance à la cathédrale Sainte-Marie. Ici, tous les fidèles de l'archidiocèse y sont représentés à travers leurs délégués. La croix offerte par le pape Jean-Paul II est mise en avant, portée par les scouts, les CVAV et les religieux. Ceci représente la communion fraternelle de tous les fidèles pour immortaliser ce jubilé 2025. Elle restera près de l'autel toute cette année jubilaire pour être vénérée par tous les baptisés. C'est la croix qui nous sauve. Elle restera ici, placée à côté de l'autel de la cathédrale, pour être vénérée par tous ceux qui viendront en pèlerinage. J'ai fait le jubilé l'an 2000. J'étais très contente que 2025, j'ai remercié le Seigneur qui m'a trouvé en vie pour le jubilé 2025. Donc je suis vraiment prête à le vivre exactement comme le demande le prêtre, comme le demande l'archevêque. Les fidèles arrivent au porche de la cathédrale pour un nouveau jubilé. Événement au cours duquel la porte sainte est ouverte pour une nouvelle expérience spirituelle. L'archevêque métropolitain exerce le rituel d'ouverture du jubilé tout en utilisant la croix du Christ pour l'ouvrir. Dès lors, tous les fidèles pourront désormais franchir le seuil de la porte et se considérer pèlerins. Il n'est pas donné à tout le monde de prendre part à un jubilé. En effet, c'est tous les 25 ans qu'on procède à ce rituel fort de sens. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir pris part à ce jubilé de 2025. Tout chrétien doit comprendre que le jubilé, c'est l'année de grâce. Et puisque c'est l'année de grâce, je demande pour notre diocèse et pour spécialement notre paroisse en construction, beaucoup de grâce. En ce jour mémorable, Monseigneur Vincent Koulibaly est entouré d'une cinquantaine de religieux et religieuses et également des fidèles des paroisses de l'archidiocèse de Conakry. À partir de ce jour, tous les fidèles sont invités à effectuer leur pèlerinage de l'Espérance à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, à la paroisse Christois de Kindia, à la paroisse Notre-Dame de l'Abbé et dans la cour de l'archevêché. Ce jubilé souligne l'importance de garder confiance en l'avenir, même dans les moments difficiles. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À l'orée de la nouvelle année, je formule le vœu que vos résolutions, des plus connues aux plus intimes, se concrétisent en 2025. Que la paix et la prospérité soient notre partage à tous. Je vous retrouve donc l'année prochaine.